Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Mario Cyr, qu'on connaît surtout pour Les yeux de la mer. Donc, Mario Cyr, je pense que ça fait 35 ans que tu fais ça, des photos puis des vidéos sous la mer. Ben oui, et vraiment, ça fait. J'ai commencé en 1984, donc j'ai commencé à faire de la plongée en 1976. Bien sûr, en 1976, j'ai 16 ans et je suis des cours de plongée pour faire de la plongée sportive. Mais OK. à partir de 1984, j'ai commencé à faire mes premières images. Et je pourrais dire que de 1984 à 1991, je fais un, deux tournages par année. Là. Je dois absolument, je fais de l'aquaculture, je fais de la pêche, je fais de la plongée commerciale, donc je dois faire autre chose pour gagner ma vie. Et à partir de 1991, ben là, j'ai commencé à faire des contrats pour National Geographic, donc des compagnies un peu plus prestigieuses. Et je dirais que c'est vraiment à partir de 1991 que je dirais que ce métier-là a fait partie de moi là, presque à 100%. J'ai fait des petits travaux quand même. J'ai continué à faire un peu de plongée commerciale, mais ça a pris beaucoup plus, je dirais, d'ampleur là, à partir de 1991. Donc, ça fait exactement 35 ans. Wow! Puis, National Geographic t'a approché, t'as envoyé des photos. Comment ça a fonctionné pour Non, c'est eux qui m'ont approché parce qu'à l'époque, je cherchais quelqu'un pour aller faire des images de morses dans l'Arctique. Oh. C'était vraiment ça le premier contact que j'ai eu avec eux, c'est qu'ils cherchaient quelqu'un qui était habitué quand même dans l'eau froide, qui était habitué à travailler avec les mammifères marins, parce que moi, je n'avais pas fait beaucoup de tournages. Bien, ceux que j'avais fait, je les avais fait beaucoup dans les phoques du Groenland, donc dans la glace. Donc, je cherchais quelqu'un justement qui était capable de faire des images et c'est là qu'a été vraiment le premier approche. Donc, c'est eux, j'ai reçu un téléphone à un moment donné pour savoir si ça m'intéresserait de travailler avec eux pour aller chercher ces images-là. Et bien sûr, c'est un peu un téléphone qu'un caméraman ou un photographe attend. Hein. C'est quand Oui. même et donc, j'ai accepté, mais c'était pas vraiment évident parce que, bien sûr, après de m'avoir informé sur les morses, parce qu'au début, je connaissais absolument rien au niveau des morses, sauf qu'il y en avait déjà eu aux îles de la Madeleine dans les années 1700. Donc, c'est sûr que moi, j'en avais jamais vu. Ouais. Et, euh, et là, à force de m'informer, j'ai vu quand même que ça pouvait être dangereux. C'était une bébête qui était pas trop connue. Donc, il y avait plein de mythes et plein d'histoires chez les Inuits. Et à force de décortiquer tout ça, mais ça pouvait être dangereux. Mais National Geographic, en fait, j'avais réussi à les convaincre à amener une cage à requins. Donc, les premières plongées se sont faites dans une cage à requins. Et même si c'était dangereux, au moins, j'avais de la protection. Et ça a super bien été. J'étais chanceux parce qu'on a réussi à faire de super belles, faire de belles images. Et donc, par après, mais c'est ça, mon nom a commencé à plus circuler. Là. Ben oui, avec National Geographic en arrière, c'est sûr que le nom, il commence à circuler un petit peu plus. Mais tu as fait aussi BBC, Disney. Il y a eu quand même beaucoup d'autres par la suite. J'ai travaillé sur. Et là, on parle des fois des documentaires qui se sont tournés dans 2 jours, puis des documentaires qui se sont tournés sur 9 semaines. Là. Moi, je les mettais sur les confonds toutes. Là. J'ai travaillé sur plus de 150 documentaires différents, donc ça en fait beaucoup. Là. Ouais. Puis à peu près toutes les compagnies. Donc, c'est sûr, bon, les plus grosses et plus prestigieuses, c'est sûr que bon, Walt Disney, Discovery, National Geographic, BBC, autant aussi Télé-Québec, Radio-Canada, NHK Japon, donc des Allemands, des Italiens, des Français, donc je dirais des Chinois même, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de productions différentes. Beaucoup axées dans les eaux froides. Donc, j'ai vraiment fait, je suis allé 40 Spécialité. dans l'Arctique canadien. Je suis allé en Antarctique, je suis allé en Norvège plusieurs fois, je suis allé en Russie, en Islande, Groenland, donc tout ce qu'on appelle la ceinture du Nord. Je dirais que probablement de la moitié, même plus que de la moitié de mes productions se sont faites là. Et toi, est-ce que tu rêvais de ça? Parce que tu viens des îles de la Madeleine. Tu es né aux îles de la Madeleine. Puis tu as encore une maison. D'ailleurs, c'est là qu'on te voit, aux îles de la Ben Madeleine oui, en ce moment. ben oui,
Ben oui, je suis face à la mer, moi. Ouais, ah, super! Moi, je suis face à un champ. Je me suis mis dehors quand même. J'ai dit, je parle à un gars d'extérieur, je vais au moins faire ça dehors, là, mais j'avais le soleil pas du bon côté. Moi, aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs personnes sur la plage en avant, ça fait qu'il y avait trop de bruit. Je suis rentré. Je me suis mis dehors, moi aussi, mais il y avait trop de bruit. Ah, OK. Mais Euh, qu'est-ce qui dirait qui t'a amené là? Parce que toi, au départ, est-ce que tu rêvais de ça, de tout ce qui t'arrive en ce moment? non, mais c'est-à-dire que la vie, ben, premièrement, il faut faire confiance à la vie. Il faut bien comprendre, le fait d'être né aux îles de la Madeleine, donc entouré d'eau, c'est vraiment ici que j'ai eu mes premiers balbutiements dans l'eau. Puis si on se rapporte 50 ans auparavant, c'est sûr que moi, quand j'étais jeune, 7-8 ans, notre terrain de jeu, nous, c'était les plages. ouais. Euh, on passait nos étés complètes sur la plage. On partait, je m'en souviens, ma mère me faisait une petite sandwich, puis donc, je partais le matin à 9h30, 10h avec mon petit sac, puis on s'en allait sur la plage, puis on était là sur l'heure du midi, puis on revenait à 4-5 heures. Là. On passait nos journées complètes. Et donc, toujours dans l'eau. Et à un moment donné, ben, j'ai reçu Palmasque Tuba en cadeau. Puis donc, c'est ça, là, j'ai commencé à aller voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passait sous l'eau. Et là, ben, j'ai vu des homards, j'ai vu des crabes, j'ai vu des pies. Donc, il y avait une attirance. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup d'aller voir qu'est-ce qui se passait dans l'eau. Mais il faut bien se rappeler qu'à l'époque, ça prenait absolument 16 ans pour suivre un cours de plongée. Aujourd'hui, on peut suivre un cours de plongée à partir de 10 ans. Mais à l'époque, c'était 16 ans. Donc, OK. c'était mon objectif. Je me disais, dès que je vais avoir 16 ans et que je vais avoir la possibilité, c'est certain que je vais aller suivre un cours de plongée. Puis, il y a eu des facteurs aussi qui ont été assez déterminants que je sais aujourd'hui. Parce que des fois, il se passe des choses quand on est jeune, là, à 10 ans, 9 ans, puis on ne sait pas que ça va nous affecter, là, mais on sait que plus tard que... Et vivait ici, donc, à Grande Entrée, un écrivain anglophone du nom de Farley Moat, donc, qui est un très grand un écrivain extrêmement prolifique, qui est décédé, malheureusement, il y a 2 ans, mais qui avait sa maison d'été ici. Et Farley faisait de la plongée. Donc, pour moi, à part que la télévision, parce que c'est sûr que je suivais aussi, comme beaucoup de ma génération, Cousteau avec mon père à la télévision. Mais le premier plongeur que j'ai vu de mes yeux près de moi, c'est cet écrivain-là, donc Farley Moat, qui descendait sur la plage avec sa brouette, avec ses équipements de plongée, qui mettait son équipement. Donc, écoute, on partait courir pour aller se mettre à côté pour voir. On le suivait un petit peu à la nage, donc on était vraiment fascinés. Ben, moi, j'étais vraiment fasciné par ça. Et à un moment donné, Farley Moat aussi, il a demandé à mon père si je pouvais l'accompagner parce qu'il voulait aller plonger un peu plus loin avec sa chaloupe. Et il avait besoin de quelqu'un dans la chaloupe pour prendre ses équipements, pas pour plonger. Là. J'ai 10 ans. Et donc, Farley, à l'époque, était après d'écrire un livre sur les baleines, sur les phoques. Et un peu pour se sentir comme ces mammifères marins-là, mais il descendait dans le fond de l'eau avec des grandes ardoises. Il se couchait dans le fond de l'eau, puis il écrivait sur ces ardoises. Il y a C'est 3 donc mètres d'eau. fun! Moi, je le vois, là, je suis dans une chaloupe, là, t'as un petit cul, là. Tu vois un plongeur qui a fait d'écrire dans le fond de l'eau, ça comme marche pas, il y a comme quelque chose, puis je me dis, mais non, c'est vraiment comme bizarre, mais en même temps, c'est comme attirant aussi. Puis je me souviens, là, je voyais juste les bulles qui montaient, là, ils bougeaient pas, puis là, hop, là, il écrivait. Puis quand les ardoises étaient pleines, mais il me passait ça dans la chaloupe, ben moi, écoute, je parle pas un mot anglais, puis lui, il parle pas un mot français, donc je comprenais absolument rien. Mais c'était quand même fascinant. Et je sais que ça m'a toujours comme travaillé un petit Eh peu. oui. J'ai l'impression que ça a été quand même un déclenchement pour aller voir le plus possible qu'est-ce qui se passait dans l'eau. Donc, c'était comme une prémisse, c'était comme quelque chose. Mais vraiment, après mon premier cours à 16 ans, je savais que j'allais passer beaucoup de temps dans l'eau. Ça, c'était certain. Mais je ne pensais pas vraiment au travail comme tel. Et dès que j'ai eu la chance vraiment de commencer à faire de la plongée commerciale, donc travailler sur des constructions de quais, des constructions de ponts, sous les bateaux, mais ça, là, j'ai 19 ans à peu près. Et là, je commence à faire ces plongées commerciales-là. Et la première fois que j'ai fait des images en 1984, c'était parce que j'étais plongeur commercial, parce qu'on m'avait demandé d'accompagner une équipe qui était comme guide. Pas, je n'avais jamais touché un appareil photo ni à une caméra, OK. mais l'équipe de Californie, donc c'était Discovery Channel, qui venait faire des images dans les phoques du Greenland
avait besoin de quelqu'un qui connaissait la glace, qui connaissait l'eau froide, qui connaissait les phoques. Donc, ils m'ont engagé comme guide. Et c'est vraiment la première fois que j'ai commencé tout à fait par hasard à toucher à une caméra. Parce que le caméraman, qui est habitué dans l'eau chaude, mais il gelait les doigts, puis il gelait les pieds Ah! au bout de quelques minutes. Donc, bien sûr, le fait qu'il y ait froid comme ça, mais il était toujours sorti de l'eau pour se réchauffer. Puis, donc, il n'y avait pas grande image qui se faisait. Et au bout de quelques jours, mais je lui ai dit, ben, montre-moi un peu comment la caméra marche. Puis, quand tu vas sortir de l'eau pour te réchauffer, ben, moi, je vais continuer à faire des images parce que j'étais déjà habitué à travailler dans l'eau froide. Et quand tu vas revenir, mais je vais te donner la caméra pour que tu puisses continuer. Donc, c'est vraiment comme ça, tout à fait par hasard, que j'ai fait mes premières images. Wow! Ben, c'est donc belle fun! Puis là, après Ouais. ça, ben, ça a déboulé que ça a été... Après ça, la même équipe, parce que ça, c'est pas quelque chose vraiment qui m'avait marqué. C'est-à-dire que c'est pas, tu sais, des fois, tu vas faire quelque chose, tu dis, waouh, c'est extraordinaire, mais moi, ça a été comme faire de la soudure sous l'eau, comme faire du découpage. Je sais pas, ça m'a pas vraiment marqué, mais 2, 3 mois plus tard, la même équipe m'a rappelé pour savoir si je voulais les accompagner pour aller travailler en Alaska avec eux pour faire comme la deuxième caméra sous-marine, qui tout simplement, quand tu fais de la deuxième caméra, c'est pour filmer celui qui filme. Là. Ça veut dire que tu ne fais Ouais. pas grand-chose parce qu'ils savaient que je n'étais pas vraiment un caméraman. Mais arrivé là-bas, la personne, le caméraman avec lequel je travaillais, qui était vraiment ben, très gentil, très compétent, ben là, m'a vraiment montré plein de trucs, et donc analysé mes images, tout ça, ce qui fait que là, j'ai pogné vraiment la piqûre en me disant, ben, wow, c'est ce métier-là que je veux faire parce que ça permet de plonger, qui était pour moi ce que j'aimais le plus. Ça permet de voyager et ça me permettrait de mettre un autre corps dans mon arc, en fait, en tant que caméraman commercial, pas caméraman, mais plongeur commercial. Donc, en disant, ben, je peux offrir aussi le service d'aller faire des images. Mais quand je suis arrivé aux îles, et je le fais à la blague, mais c'est vraiment comme ça, je me suis fait faire une carte d'affaires Mario C, caméraman sous-marin. OK? Mais le téléphone ne s'est pas mis à sonner le lendemain. Hein? C'est ça, ça prend 7 ans. C'est ça, 1, 2 tournages par année, mais c'est vraiment à partir de 91, donc 7 ans plus tard, là, que là, le téléphone a commencé à sonner puis avoir plus de demandes. Là. OK, mais pendant ces 17 ans-là, tu as quand même fait des Ouais, c'est images. T'es allé... 7 ans. Ouais. Donc, 84 à 91, ça fait 7 ans, mais j'ai fait des images, mais je Oh, faisais 7 ans. OK. 1 à 2 tournages par année. Là. C'était vraiment pas, c'était pas beaucoup. Là. Tu sais, c'était pas ça. Mhm. Par contre, j'avais mis ça en priorité en me disant, je vais faire autre chose. Mais si jamais que j'ai un appel ou si quelqu'un me demande d'aller faire des images, j'abandonne tout pour aller faire ces images-là. Là. Tu sais, c'était ça qui était OK. vraiment ma priorité. Et même, je m'en souviens avoir pêché au mort, puis j'ai abandonné, mais je m'avais trouvé quelqu'un pour me remplacer, mais pour aller faire quelques images parce que je savais que, peut-être inconsciemment, mais je me le disais à moi-même que, écoute, ça pouvait juste d'en faire de plus en plus, puis qu'un jour, ben, probablement, que j'allais pouvoir gagner en tout cas une grande partie de ma vie avec ça. Mais tu as remarqué aussi que c'était spécial, là, pour que des gens de l'extérieur comme ça viennent te chercher pour aller loin comme ça, que, tu sais, que c'était quelque chose de particulier que tu étais habilité à faire. Ben, oui, c'est pas. Je me suis jamais vraiment arrêté à ça, mais pour moi, c'était comme si quelqu'un d'autre le fait, je suis capable de le faire moi aussi. Là. C'est sûr, moi, j'ai Mhm. toujours énorme confiance en moi. Là. Ça, je pense que ça a aidé beaucoup. Mais je me disais toujours que oui, je savais qu'au niveau de la plongée, il n'y avait aucun problème parce que j'étais comme un poisson dans l'eau. Donc, et je voyais les autres plongeurs aussi qui venaient avec moi, avec laquelle que je travaillais, que j'avais comme aucune difficulté de les suivre. Donc, c'est sûr qu'au niveau plongée, il n'y avait aucun problème. Au niveau caméra, ben moi, j'avais suivi aucun cours, sauf la belle école, comme de raison que j'ai été du côté de l'Alaska. Là. Donc, l'école vraiment plongée directement dedans. Mais je me disais toujours que non, écoute, je pense que si quelqu'un est capable de le faire, ben, moi, je suis capable de le faire aussi. Donc, j'ai toujours eu cette confiance-là en moi. Et ça m'a apporté, je dirais, justement, mais dans la vie, on a des chances, puis il faut en profiter.
Puis il faut aussi pas avoir peur de s'écouter puis de foncer. Et ça, je pense, c'est important. Puis moi, j'ai toujours été très opportuniste de cette façon-là. Ça veut dire opportuniste dans le bon sens. Ou si j'ai Oui. une opportunité, je vais sauter dessus. Là. Tu sais, je ne vais pas me poser des questions longtemps. Oh, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? Si on me demandait de faire quelque chose, ben, je me disais, si on prend la peine de me demander, c'est parce qu'on pense que je suis capable de le faire. Donc, je vais y arriver. C'est ça l'affaire, exactement. Ça, c'est une bonne attitude parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, tu penses vraiment que je vais être capable de le faire? Non, c'est Ben, ça, c'est ça. oui, on te pose la question pour le faire, c'est ça. Ah oui. Et aussi, dans la vie, autre chose qui n'a rien à voir avec ça, mais tu sais, moi, j'ai commencé à courir des marathons, j'avais 18 ans, 19 ans, puis tu sais, ça reste qu'à l'époque, aujourd'hui, tout le monde en cours, ben, si on parle de 82, là, 83, on était dans les débuts du marathon de Montréal, on était vraiment. Et moi, je courais des marathons comme si rien n'était. J'aurais pu continuer à en faire 10 km de plus par après. Donc, j'avais cette capacité-là aussi. J'étais en très grande forme physique, je jouais beaucoup au hockey. Donc, le fait c'est pas de performer, mais d'être capable de réussir des choses que je m'avais données comme défi, je dirais pas facilement parce que je travaillais fort pour y arriver, mais de le faire quand même de façon, je dirais, vraiment complète, sans trop avoir de problème, ben, c'est sûr que je me disais, mais le reste, c'est comme ça va suivre, je vais être capable de faire, malgré que la première fois que je me suis trouvé, c'est-à-dire que je suis arrivé du côté de l'Arctique et que là, c'est comme une espèce de réveil le matin, puis écoute, là, je suis rendu pour faire des images pour National Geographic. Est-ce que je suis à la hauteur quand même pour... est-ce que j'ai pas, je sais pas, j'ai peut-être le pressentiment que je suis allé trop vite ou quelque chose, mais ça a super bien été. Mais j'ai quand même, je me rappelle que la première matinée là, où tu rencontres tes guides, où tu rencontres tout ton monde, là, tu te dis, aïe, yo, et là, je suis rendu loin, là. Tu sais, je suis rendu, et j'ai pas le choix de performer, là. OK. Ah, c'est bon, mais au moins tu as dit oui. Au moins tu as dit Oh, oui parce oui, que tu non, aurais pu dire non, douter puis dire non, mais tu es allé. Puis ouais. là, une fois que tu as dit oui, tu doutes quand même, mais c'est comme on continue, on continue. Toujours, tu sais, parallèle à ça, juste pour dire comment, à un moment donné, je suis en pleine réunion, j'ai un téléphone de l'ambassade du Canada à Paris qui me dit, on a un Français ici qui cherche quelqu'un au Canada parce qu'il voudrait faire un record du monde en apnée sous glace. Et on sait que tu fais de la plongée en eau glacée, mais si jamais ça t'intéresse, on va te donner le numéro de téléphone. On pense que tu pourrais être la personne pour ça. Et là, on est le vendredi après-midi, je l'appelle le samedi soir, puis le mercredi, je suis en Corse après discuter avec lui. Ça fait que moi, j'ai jamais, toutes ces affaires-là ont toujours été, et tout le monde me dit, attends une minute, tu ne me connais même pas, puis ben là, ouais, c'était pas grave. C'était comme, j'ai toujours foncé comme ça, puis ça m'a toujours apporté de super belles, je dis pas que j'ai pas fait d'erreurs, là, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités où, en sautant sur cette opportunité-là, m'a amené plein de choses qui fait. Parce que quand on a écrit le livre, euh, ma blonde était après de l'écrire, elle disait c'est drôle parce qu'on dirait que tout s'est embriqué pour devenir ce que tu es aujourd'hui et je n'ai jamais eu de plan de carrière. Tu sais, moi, j'ai jamais pensé il faut que j'aille là pour aller là, pour aller là. J'ai jamais pensé comme ça. Mais quand on regarde quand même toutes les étapes, tout ça, c'est super bien embriqué là, en rencontrant des gens ou en allant faire des projets qui m'amenaient tout le temps comme un peu plus haut ou un peu plus loin. Là. Ouais, Ah, ça, c'est vraiment le fun. Mais ouais. là, tout s'est embriqué, mais est-ce que tout le monde autour de toi disait ben oui, vas-y, bien oui, tu sais, comme Ouais, là, non, tantôt, il y a Corse qui disait wow, tu le connais pas, mais y a-tu d'autres, ça? Y ouais, a-tu non, c'est sûr d'autres? que, premièrement, moi aussi, quand j'étais plus jeune, juste avant de faire de la plongée commerciale et juste avant d'aller suivre des cours de plongée aussi un peu plus, c'est-à-dire au niveau quand on parle du niveau 2, puis il y a plus des expertises, j'avais vraiment la possibilité d'avoir plein d'emplois, des super emplois qui étaient pour les îles quand même très payants et très.
Et c'est sûr que mon père, moi, je disais, j'abandonnais un emploi pour aller suivre un cours de plongée, là, tu sais. Donc, oui, il fallait que je paye. Et là, je me rappelle que mon père me disait, ben là, es-tu sûr ton coup, là? Pourtant, tu as une super belle job, c'est payant, il y a de l'avancement. Ouais, mais c'est pas ça que je veux faire. Ça fait que ma mère était plus, ma mère, je pense qu'elle me disait, ben, si tu penses que c'est bon pour toi, vas-y. Ben, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient des fois que j'étais complètement fou, mais où il y a eu un peu plus c'est pas de la controverse, mais plus vraiment au début, quand j'ai commencé à faire de la plongée en eau froide, donc aller chercher, mettons, des moules sous l'eau, quelque chose, puis j'arrivais au quai, puis il y avait plein de monde après de prendre une bière dans leur auto à la chaleur, puis qui trouvaient que j'étais fou là, de passer des heures et des heures comme ça dans l'eau, arriver après de shaker à moitié, vraiment presque en hypothermie. Et c'était comme moi, une espèce de préparation pour tout ce qu'elle a amené par après, mais que je faisais peut-être inconsciemment ou peut-être consciemment sans. Mais c'est comme drôle d'avoir forcé pour faire des choses comme ça pour arriver à ce que j'ai fait par après, mais comme si j'aurais vraiment dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pensé de ma vie. Comme si c'était planifié, mais en même temps, en regardant par en arrière, ça ne l'était pas. C'était juste, on fait ça. J'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai pas la même chose. Les gens me disent, ben, parce que j'ai 60 ans, à un moment donné, quand est-ce que tu vas arrêter? Ben, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mhm. Je suis là encore pour cette année, puis j'ai encore des projets pour 2 ans devant moi. Et les projets n'arrêtent pas d'entrer. Fait que c'est sûr que je pense que ça va être de la santé, ça va être tant que je vais être en santé, tant que je vais avoir la forme physique, je vais continuer. Et c'est probablement ça qui va m'arrêter parce que moi, je n'ai pas d'envie ou je n'ai pas le goût d'arrêter dans 1 an ou dans 5 ans, je ne sais pas. Pour Mais je l'instant, pense que c'est vraiment c'est devenu une passion aussi avec les animaux que tu filmes ou que tu oui, en photo c'est une sous l'eau. passion hein, et je trouve que je n'ai rien fait encore. Tu sais, j'ai encore trop de projets, puis j'ai encore, tu sais, j'aimerais ça que quelqu'un me dise, hey, t'es bon pour 25 ans encore. Puis peut-être, tu sais, ça fera juste 85. Ah ouais! Mais non, on dirait, c'est comme, puis je le dis de façon, c'est que des fois, même des fois, le monde me dit, ben, t'es pas éternel, là, Mario, tu sais, mais c'est Mm. comme, je parle là, comme si je serais éternel, c'est comme si j'allais, et sachant très bien qu'à un moment donné, tout ça va s'arrêter, mais pour l'instant, il y a des projets à profusion, beaucoup de place à aller encore, beaucoup de choses à voir. Fait que c'est sûr que moi, je reste optimiste dans ça, puis je reste convaincu que j'en ai encore pour quelques années. Je modifie aussi. Donc, tu sais, je suis allé, j'ai fait beaucoup de plongées à 110 mètres, 100 mètres, des choses que je ne fais plus aujourd'hui. Je m'impose moi-même des maximums à aller, des temps de fond maximum aussi. Il n'y a pas de police, il n'y a pas rien. C'est ni médecin qui m'avertit, mais c'est comme moi qui me dit, ben, plutôt qu'arrêter, c'est mieux de diminuer mes temps de fond, de diminuer mes profondeurs, justement pour avoir la chance d'en faire encore plus longtemps. OK. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont eu des énormes problèmes, tu sais, qui ont fait des maladies de décompression, gros accidents de plongée, et qui les restreint aujourd'hui, soit qui ne sont plus capables de plonger, ou soit qui sont décédés, parce que j'en connais plusieurs aussi. Et donc, pour moi, c'est comme, je me dis tout le temps, il faut que j'organise ma vie pour essayer d'en faire le plus longtemps possible, que j'ai du fun aussi à en faire. Ça, que ça devienne un calvaire, là, parce que je ne suis pas obligé. Là, si je voudrais arrêter de me faire, j'arrêterais. Ouais, c'est ça. Mais comme le 20 mètres de plus, des fois, il n'est pas nécessaire non plus, là. Non, puis C'est- c'est surtout que tu sais, je suis pas fou, là. J'ai tellement été en forme de ma vie et je le suis encore, mais je sais bien que mon corps n'est pas aussi élastique et élimine pas autant le gaz azote que quand tu as 17 ans ou 25 ans. Donc, tout ça fait que ça reste des facteurs qui s'additionnent avec l'âge, puis qu'à un moment donné, mais puis je me connais bien aussi, donc j'aime mieux, premièrement, j'aime mieux, moi, me mettre des restrictions que quelqu'un me les mette. Ça, c'est la première chose. Ouais, Et avant d'avoir besoin d'en avoir. ouais, je pense que je connais aussi assez bien le domaine et assez bien les conséquences et assez bien les feelings qu'on a dans ces plongées-là, que je sais où je peux aller, qu'il y ait encore une marge d'erreur, qu'il n'y ait pas de problème, plutôt que de pousser la machine au maximum, puis où il peut y avoir des marges d'erreur qui soient beaucoup plus grandes.
Moi, j'aimerais parler de peur. Parce que toi, tu fais ça, mais j'imagine justement, il y a des gens autour de toi qui ont peut-être peur justement parce qu'ils disent, ben là, tu es rendu à 60 ans, qu'est-ce que tu fais encore plonger dans l'eau froide, tout ça. Mais j'aimerais parler de peur par rapport aux animaux aussi. Parce que tu as parlé de cage tantôt, mais là, tu plonges plus de cage. Non, plus de cage, c'est sûr que, puis c'est pas parce que j'ai pas peur, j'ai eu peur dans ma vie et je vais avoir peur encore parce que tu peux pas plonger avec des morses, tu peux pas plonger avec des requins blancs, tu peux pas plonger avec des ours polaires puis dire que tu n'as pas peur. Premièrement, si tu n'as pas peur, Mm. fou, ou t'as pas, tu ne te donnes pas les outils pour bien réagir. Parce que quand tu as peur, que tu contrôles ta peur, faut bien s'entendre, là, parce que si tu as peur et tu paniques, c'est pas la même chose, mais quand tu as peur, sans paniquer, tu contrôles bien ta peur, c'est que tous les sens sont aiguisés au maximum. Parce que tu surveilles tout, tu ne baisses pas la garde, donc tu deviens 100 fois plus performant aussi quand tous ces sens-là sont aiguisés. Dans notre métier, dans mon métier à moi, c'est qu'il faut que tu passes par-dessus cette peur-là. Et Mhm. donc, on donne des trucs pour passer par-dessus cette peur-là, pour aller plus proche, pour s'approcher des animaux. Une chose est certaine, c'est que je n'approche pas les animaux aujourd'hui comme je les approchais il y a 25 ans ou 30 ans. Parce qu'à l'époque, je ne les connaissais pas. C'est-à-dire que j'essayais des choses et ça ne marchait pas. Là, je les connais mieux aujourd'hui. Et il y a une énorme différence chez les mammifères marins. Ils ont tous des caractères différents. Fait qu'il n'y a pas de formule magique pour une espèce. Parce qu'une espèce a des données de base, mais après ça, comme les humains, il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, puis il y en a qui mangent plus que d'autres, puis il y en a qui sont plus vite que d'autres. Puis, donc, tous les traits de caractère Ben, qui sont j'ai des vu, fois. je ne sais pas si c'était en vidéo ou en photo, ben, à un moment donné, il y avait comme plein de petites bulles dans la moustache. Puis là, tu disais, oh, OK, là, je suis trop proche. Il faut que je Ah, me ben rende oui, là. oui, c'est Parce un que des tu avertissements. viens qu'à apprendre des. Donc, chez les phoques, chez les belugas, chez les morses, chez les narvals, quand tu es trop proche, quand tu rentres dans leur zone de confort, ils t'envoient un chapelet de bulles. Ça, c'est un des avertissements. Donc, c'est sûr qu'au début, il y en a qui en envoyaient, puis il y en a qui n'en envoyaient pas, mais je n'ai jamais compris le pourquoi. Mais je sais aujourd'hui que c'est tiré directement de eux aussi, de leur crainte, puis de leur d'un avertissement. Comme il y en a d'autres qui vont gronder, il y en a d'autres qui vont faire le tour de moi à toute vitesse, d'autres tu viens qu'à décoder tout ça. Et c'est sûr que pour moi, c'est plus facile aujourd'hui parce que au moins, si je m'en aperçois pas, c'est autre chose. Si je m'en aperçois justement de l'avertissement, je vais me reculer, puis je vais m'avancer vraiment tranquillement jusqu'à temps qu'ils m'acceptent. Parce que les animaux ne vont jamais attaquer d'un point A. Ça veut dire partir d'un point A et t'emmener sur moi à toute vitesse. Il va y avoir des avertissements avant. Donc, il faut décoder ces avertissements-là. Et je dirais que ça devient moins dangereux, mais la peur est encore là. Quand tu as un ours polaire qui s'en vient sur toi, là, c'est sûr que c'est avec une patte là, qui est grosse comme ça. J'ai peur. C'est sûr que j'ai peur. Moi, je me parle beaucoup quand j'ai peur, mais je vais me parler, je vais parler à voix haute, je vais essayer de parler à l'animal aussi. Et je sais très bien qu'ils ne me comprennent pas, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent un peu en tout cas l'intonation ou un peu le message de dire que je suis pas là, je suis pas dangereux, je suis là pour les photographier, je suis là pour les filmer, je suis là pour les approcher, mais en essayant de rester, c'est sûr, le plus amicaux possible, mais c'est surtout de leur demander la permission de pouvoir m'approcher d'eux. Là. Et c'est eux autres qui acceptent ou qui refusent. Mais tout ça, c'est difficile à expliquer parce que c'est... je ne voudrais pas que les gens disent que je parle aux animaux, parce qu'il a dit qu'il parlait aux animaux. C'est pas ça du tout, là. Je parle pas aux animaux. Je parle aux animaux, je sais qu'ils ne me comprennent pas. Bien, Mais c'est au quand même titre qu'un humain qui rentre, qu'on le voit s'il est fâché ou s'il n'est pas fâché, à un moment donné, on décode, là. C'est ça. moi, je parle aux animaux, puis là, je vais m'approcher, puis c'est sûr que je vais dire, je veux juste te filmer, je veux juste montrer comment t'es belle, je veux juste montrer, puis comme le fait, je pense, le fait que je le dise doucement, que je le dise comme ça, tranquillement, mais ça fait qu'il y a une espèce d'acceptation qui vient à un moment donné, puis en tout cas, whoop, je vois que je suis capable de m'approcher un peu plus près. Fait que c'est sûr que c'est pas une théorie absolue, mais moi, c'est la mienne, ça a toujours fonctionné.
et personne qui pourra me faire changer d'idée. Ouais, non, c'est sûr. Mais là, pour arriver à tout ça, il y a un gros travail d'équipe, là. Tu sais, des fois, on voit Mario Cyr, Ouais. mais il y a un travail d'équipe en arrière de ça. Il faut qu'il y ait une confiance qui se bâtisse aussi avec l'équipe, là. Donc, le travail d'équipe est primordial. C'est même pas, c'est primordial parce que moi, avant d'arriver à un endroit, il y a eu de la recherche. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une équipe, il y a des gens qui ont fait de la recherche. Après ça, tu vas avoir mais toute la mise en place, bon, que ce soit les billets d'avion, les endroits où on va rester, trouver nos guides, tous les équipements qu'on va aussi prendre. On va avoir des guides Inuits avec nous. On va avoir des caméramans. Moi, je vais avoir quelqu'un en haut qui tient mon câble aussi, donc ça va être quelqu'un à qui j'ai entièrement confiance. Donc, sans une équipe, tu peux rien faire. C'est vraiment... C'est sûr que moi, c'est drôle le passage parce que pendant des années et des années, moi, je faisais partie de l'équipe qui allait chercher des images. Mais il faut bien comprendre, c'est pas compliqué. Regarde des documentaires des années 90, prends n'importe quel, CBC, National Geographic. Si on faisait un film sur les ours polaires, on ne voyait que les ours polaires. Ça veut dire que c'est pas compliqué. Nous, on partait avec des caméras, on tournait des ours polaires et on arrivait avec des images, puis là, ils montaient un documentaire à partir de ça. Ouais. Aujourd'hui, les documentaires sont scénarisés. Donc, il va me dire, bon, OK, là, tu essaies de faire entrer un ours polaire dans le cadre à gauche, le fais sortir à droite. Essaye de te mettre pour que la maman ours avec ses petits. Écoute, des fois, je demande si je suis parti 2 ans, 2 ans et demi, là, quand je vois. Mais au moins, il y a une espèce de scénarisation qui est faite. Et avec l'avenue numérique, ben, on va cocher le soir qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais, on regarde les images qu'on a fait. Donc, c'est sûr que, OK, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça, non, il n'y a vraiment rien à faire avec ça. Ça, c'est pas ça. Si j'ai le temps, je vais le refaire, mais sinon, ça peut passer. Donc, on a un peu des codes, là, 1, 2, 3, qui vont nous permettre de faire des images. Mais la grosse différence, aujourd'hui, c'est que c'est très, 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 très rare qu'on va voir un documentaire comme nous on fait où on ne nous voit pas. Tu sais, on va toujours avoir une partie où on va me voir comment je fais pour aller chercher des images. Et parce que dans les années, c'est pour moi, ma vie a changé un peu parce que je fais exactement la même chose en 2019 que je faisais en 1993. Et en 1993, il n'y a jamais personne qui me demandait de parler. C'était très rare. La famille, les amis, je savais que j'avais fait l'expédition, mais c'était pour souper. Hey, bon, OK, c'est fun, ces voyages-là. Là, je m'avais dit, jamais il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision qui m'invitait pour aller dans des shows, des choses comme ça. C'est les Français qui ont commencé. J'ai fait 2, 3 voyages. Je suis allé participer dans des émissions en France avant de participer dans des émissions ici. En fait. Eux avaient plus je dirais, à cœur de voir les gens travailler justement ou comment ils travaillaient. Et là, donc, on fait ça, on fait des images et je continue à faire des images. Mais là, il y a tout le making-of. Donc, il y a toute la deuxième caméra à compter qui nous filme. Et ça devient de plus en plus le voyeuriste, en fait, compte. Là, ça devient de plus intéressant pour les gens. Parce que aussi, dans les années 90 ou avant, aller dans l'Arctique, là, c'était pas évident. Aller dans l'Arctique, demain matin, n'importe qui peut y aller. Hein? Tu t'achètes un billet d'avion, tu montes là-bas. C'est facile. Par contre, comment tu t'habilles? Qu'est-ce que tu vas manger? C'est ça, tu sais, comment tu voyages. Donc, c'est ça que les gens veulent savoir. C'est quoi les vêtements que tu prends? Tu sais, c'est donc tout ça a fait que nous, ben, on a venu comme plus important avec le documentaire par rapport à avant, comme je disais, on parlait des ours polaires et on voyait des ours polaires de la première seconde à la dernière. Là, tu vas voir encore des ours polaires et tu vas voir celui qui filme l'ours polaire et comment il s'y prend pour filmer l'ours polaire. Donc, ça a été un changement. Même on va voir le bateau, tout ce que vous allez utiliser. Nous qui étions toujours cachés et que la personne nous voit, ben, à un moment donné, on a commencé à nous dire, ben non, même au début, ça faisait comme bizarre, là. Tu sais, je t'ai fait filmer, mais il y en avait un autre après qui me filmait. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, c'est comme, on avait... Moi, je dirais que là, ça a pris 1 année, 2 ans vraiment à embarquer dans ce système-là.
Et à un moment donné, ben là, tu rencontres des gens, puis tu dis, hey, wow, c'est le fun, tu sais, on t'a vu, puis c'est le fun de la manière que tu fais ça. Donc, on a vu qu'il y avait un engouement, et Ouais. tu as tout l'engouement aussi pour les conférences. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'aurais fait la même conférence il y a 25 ans, puis elle aurait été ça aurait été la même chose. Là. J'aurais dit exactement la même chose, mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu autant d'engouement qu'il peut en avoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens sont curieux du voir, du comment et du pourquoi que tu fais ça comme ça. Là, tu sais. Et toi, tu Ça fais fait des conférences justement dans les écoles, en entreprise. T'en fais beaucoup quand même. il y a beaucoup de demandes que je suis capable d'en faire. Là. Présentement, il y a énormément beaucoup. Toi, cette année, j'ai fait 40 écoles différentes. Je fais au moins 40 aussi, je dirais, grand public. Et je vais en faire au moins 50 cet été au bistrot. Donc, on parle de 125, 130 conférences, ce qui est énorme quand même. Et j'aurais pu en faire 200. Là, en tout cas, il y a beaucoup de demandes. Euh, et la grande chance que j'ai, c'est d'avoir connu, c'est ma pierre angulaire. Là, je suis allé dans plein d'endroits, mais c'est très rare que les gens vont me parler des îles Fidji ou Hawaï ou Tuvalu. Ouais. On va m'en parler, là, mais quoi? C'est peut-être 5%. Le monde me parle de l'Arctique, le monde me parle des ours polaires, des morses. Donc, ça reste que, comme je disais, la grande chance que j'ai, c'est que j'ai connu l'Arctique du temps que ça allait super bien. Parce que dans les années 91, 92, 93, jamais qu'on entendait parler qu'un ours polaire avait de la misère. Ils mangeaient leurs 40, 50 phoques par année. Et ils étaient tous gros. Il n'y en avait aucun problème. C'est à partir de 93, ça a commencé à décliner. Donc, j'ai fait 3-4 ans où ça allait super bien. J'ai tout vécu la période où ça se détériorait. Et aujourd'hui, je vais dire la catastrophe où on en est rendu et je suis encore là. Ça fait que le fait d'avoir fait ça sur 35 ans et d'être encore dans le milieu, mais je pense fait de moi un témoin privilégié. Là. Tu sais, de l'avant, le pendant, puis l'après, Et de ben, c'est pouvoir comme le le... rapporter aussi, de pouvoir nous le Oui, rapporter puis de dire, écoutez, il y a un réel changement. c'est ça. Et, ben, tu sais, le timing est bon. Le timing, les gens se sont intéressés à l'Arctique, les gens se sont intéressés à l'ours polaire, les gens se sont intéressés justement à cette fonte des glaces-là, tous les changements climatiques. Et moi, c'est ça mon terrain de jeu, c'est ça. Tu sais, j'ai pas comme parti pour dire, hey, il faut que j'aille faire quelque chose sur les changements climatiques. Je les ai vécus. J'ai comme Mhm. dedans les changements climatiques. Là. Fait que c'est sûr que ça devient pour moi une chance, parce que ça, c'est une chance, parce que j'aurais pu faire autre chose. C'est une chance de justement d'avoir vécu toutes ces étapes-là. Là. OK. Wow! Là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Mario. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Euh, Quand tu fais tes conférences dans les écoles pour les jeunes, c'est quoi qui revient le plus souvent comme question ou comme conseil que tu pourrais leur donner? Donc, c'est ça. Ben, je fais à peu près une quarantaine d'écoles, de conférences des écoles par année. J'en fais autant primaire, premier cycle, deuxième cycle, secondaire, cégep, université. J'ai même été à Polytechnique. Donc, j'ai fait quand même des grosses universités. Et j'ai fait 9 universités en Chine aussi. Là. Donc, j'ai fait des universités dans différents endroits. Et c'est aussi intéressant d'aller au primaire que d'aller au niveau universitaire. OK. Premièrement, moi, je dirais que d'avoir eu la chance de donner des conférences dans les écoles, ça m'a donné aussi l'opportunité de mieux faire des images, mais surtout de changer ma façon de faire des images. Parce Oh, que ouais. quand tu pars pour aller faire quelque chose, tu pars avec ton bagage. Tu pars avec toi ce que tu aimes, puis avec ton bagage, avec un petit peu de ce qu'on te demande. Donc, tu essaies de tout organiser ça. Quand j'ai commencé à donner des conférences, je dirais surtout au primaire puis au secondaire, j'ai commencé à avoir des questions à lesquelles je ne m'attendais pas. Parce que moi, je suis quand même, bon, on va dire un spécialiste de l'image sous-marine, mais un général. Moi, je suis très général. Je suis très, tu sais, je suis pas,
quand je vais garder un animal, je vais le garder dans son ensemble, puis il faut voir comment il nage, il faut voir comment il se déplace, puis je vois l'animal. Les enfants qui, aujourd'hui, sont, je dirais pas qu'ils sont plus intelligents que nous, mais sont énormément plus instruits que nous. En tout cas, beaucoup plus instruits que moi, je l'étais, bien Mais il y sûr. a Internet hein, aussi qui aide énormément. Mais c'est fou, là. Donc, eux s'intéressent à des choses spécifiques. Je vais parler d'un animal, il va dire oui, puis leur œil, ils sont capables de faire ça. Leur oreille, elle est capable de bouger et de tourner. Donc, ils donnent des points de vue où il y a des spécificités sur l'animal plutôt que général comme moi, en tout cas ma gang, le faisait à l'époque. Donc, à force d'avoir ces questions-là, aujourd'hui, quand je vais tourner des animaux, ben, je vais essayer d'aller chercher vraiment un point de vue de l'œil, de l'oreille, du poil, des choses qui vont être différentes, mais qui vont être très, très proches, puis rester la caméra dessus, ça donne aussi des points de vue, des fois, qui sont très, très intéressants. Et ça, c'est vraiment les conférences des écoles avec leurs questions qui m'a fait un peu aussi, je dirais, amener à aller chercher ces images-là. Et à ce stade des écoles, souvent, les professeurs, la direction vont me demander des choses spécifiques. Il va dire que nous, là, on pense que dans notre école, là, mais les jeunes, ils se découragent très rapidement. Mm. Donc, pourrais-tu parler là, de vraiment comment il faut des fois essayer et essayer encore, donc avoir beaucoup plus de patience. Donc, il va y avoir des spécificités où il va me dire, ben, écoute, nous, cette année, c'est le plastique dans les océans qu'on a parlé, ou c'est le réchauffement climatique dans son ensemble. Fait que ça va être les mêmes images d'une école à une autre, mais je vais changer des fois les discours, tout dépendamment de ce que c'est que les professeurs ou la direction vont m'avoir demandé pour essayer justement de toucher un peu les élèves. Une chose est certaine, ça je le fais dans toutes les écoles, c'est que je leur explique au début, très rapidement, comment ils sont les privilégiés de la Terre, comment ils sont chanceux de vivre ici au Québec, au Canada, parce que quand tu as travaillé en Afrique, quand tu as travaillé en Amérique du Sud, puis tu as côtoyé des enfants, puis que leur priorité le matin, c'est de trouver quelque chose à manger, là, Ben oui. mais la pollution, là, puis des fois les études, là, c'est loin. Hein? C'est très, 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 très loin parce que, écoute, tu as quand même des besoins primaires, il faut que tu manges. Là. Et je leur dis toujours, vous êtes chanceux parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème au Québec, là, il y en a. On ne devrait pas en avoir, ce côté-là, mais on en a encore quand même. Et d'avoir la chance d'aller vous asseoir sur un banc d'école, puis si jamais vous voulez faire n'importe quel métier, puis là, que ce soit garagiste ou dentiste, ça, c'est pas grave. Les choses que vous voulez faire, mais vous êtes certain d'y arriver si vous y croyez, puis que vous y travaillez pour, parce qu'on a le droit à l'échec ici en plus. Ça veut dire que même si tu passes des examens puis que tu y réussis pas, ben, tu vas les repasser jusqu'à temps qu'à un moment donné, que tu puisses les passer. Ça, c'est une chance vraiment unique qu'on a. Et aussi, j'essaie de montrer, ben, de dire au moins aux enfants que oui, il y a des super beaux métiers, que ce soit les policiers, que ce soit les avocats, mais il y a pas juste ça. Il y a des métiers qui sortent complètement de l'ordinaire où vous ne pensez même pas, comme caméraman sous-marin. Donc, Exactement. ouais, ça fait que c'est de vraiment d'essayer au moins d'ouvrir un petit peu l'esprit en disant gardez ce que vous aimez, puis dans ce que vous aimez, il y a sûrement un métier qui a rapport à ça, et après ça, foncez dessus. Et oui, l'argent, c'est important, mais c'est vraiment pas ce qui est le plus important dans la vie. Une job, c'est 60-70% de ta vie. C'est même plus que de la moitié parce que tu traînes ça partout. Tu as au moins 5 jours par semaine, 4-5 jours par semaine à faire ce métier-là. Donc, c'est important de choisir quelque chose qu'on aime. Fait que ça, c'est des messages généraux, mais en même temps, c'est sûr que je vais parler des problèmes, bon, de la pollution dans les océans. Je vais parler des animaux, comment ils sont obligés de s'adapter, ils sont déjà en train de s'adapter, tout ça. Ça fait Ah, que, wow. C'est des beaux messages. C'est des beaux oui, messages. Puis de toute façon, effectivement, on peut vraiment s'adapter selon la ligne directrice de l'école aussi, là. oui, oui. Non, ça, c'est important. Puis j'essaie d'expliquer aussi comment le corps humain aussi, comment lui aussi peut s'adapter. Là. Tu sais, on Mm. peut s'adapter. Moi, je peux m'adapter à l'eau froide. Là. Écoute, moi, je mesurais 6 pieds à 17 ans, mais je faisais 160 livres.
j'en pèse 200. Ça fait 40 livres de moins, là, tu sais, puis je suis pas vraiment gros, là. Donc, j'étais comme ça et je gelais dans l'eau. Écoute, j'allais dans l'eau, puis une demi-heure, 3 quarts d'heure, j'avais froid. Et à force de plonger, puis 1000, 2000, 3000 plongées, mais mon corps s'est adapté, mon corps s'est habitué à cette eau froide-là. Et parce qu'on parle même que la chimie du sang peut changer Ah, quand on ouais. a des chaleurs intenses ou des froids intenses. Donc, le corps humain, il a une capacité d'adaptation incroyable. Le gros problème, c'est que les gens ne se donnent pas le temps de s'adapter parce qu'ils vont pallier à autre chose. Si ta fois, tu te mets du linge jusqu'à temps que tu aies chaud ou que tu vas rentrer en dedans, donc, si tu as trop chaud, tu vas te mettre à l'air climatisé. Fait que tu ne donnes pas la chance à ton corps de s'adapter dans ces températures-là et le problème va persister toute ta vie. Mais si tu lui donnes la chance de vivre, il est capable de s'adapter à n'importe quoi. C'est nous qui créons le problème. C'est nous parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas trop souffrir ou bien on veut rester dans notre confort. Puis c'est correct, là, mais c'est juste que j'essaie de lui expliquer comment il peut s'adapter à peu près n'importe quoi. Là. Puis s'adapter aussi, c'est pas du jour au lendemain, là. Non, Ça prend des étapes, ça prend un temps, là. c'est du temps, c'est du temps, c'est du temps, c'est du temps. Mm. Je veux dire, tous les animaux se sont adaptés dans leur environnement, mais sur des milliers d'années. Tu sais, c'est des Oui. générations en générations. C'est sûr qu'il faut que tu en fasses beaucoup pour s'adapter dans une dizaine ou d'une vingtaine d'années. Ça se fait, mais ça veut dire beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Hein. Ah, wow! Ben c'est vraiment super parce que dans le fond, tu as écouté ton intuition, tu as écouté genre, wow, ça, oui, ça me tente, il m'offre ça, oui, je vais dire oui. Oui, OK, ben là, je vais aller faire une plongée, ça me tente d'aller faire une plongée pour. Tu ne savais pas que c'était pour faire adapter ton corps, mais c'est ce qui est arrivé par le C'est ça. fait même. Puis Ouais. après ça, ben, de fil en aiguille, Ouais, tu vis de ben, ça, c'est de ça. ta passion. Des offres et puis Ouais. c'est souvent la peur qui nous arrête. Hein. C'est souvent Mhm. ça. C'est souvent bon, le peur du ridicule ou le peur d'avoir ci ou le peur d'avoir ça qui fait qu'on ne fonce pas dans la vie. Puis quand tu te mets à foncer dans la vie, ben, on dirait que tout te sourit parce que justement, c'est pas grave si tu as un échec ou tu as un petit problème, et tu passes par-dessus puis tu continues. Puis ça, c'est super important. Là, tu sais. Moi, j'essaie, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'inculquer à mes filles, de toujours foncer puis de toujours aller chercher ce que c'est qu'ils veulent, puis travailler pour. Par contre, ça vient pas tout seul. Là. Tu peux pas juste demander puis que ça vienne. Il faut que tu travailles pour. Mais tout arrive à point quand tu travailles pour. Là. Et, Ouais. il y a un village de 600 personnes perdues dans le golfe Saint-Laurent. Et on me demande d'aller partout dans le monde aujourd'hui pour aller faire toutes sortes de travail. Personne n'aurait pu dire ça quand j'étais jeune. Tu sais, Mm. Mais c'est un cheminement, c'est du travail et c'est surtout de croire en soi et de travailler fort. Parce que tu sais, des fois, je dis que je suis chanceux, je suis vraiment chanceux, j'ai le plus beau métier au monde. Et c'est souvent ma mère ou mes amis proches qui vont me dire wow, t'es pas si chanceux que ça, t'as travaillé pour y arriver. Exactement, là, parce que ça fait 35 ans. Mais là aussi, rapidement, tu as, un bistrot que je suis allée manger. Je Oui, suis allée manger au bistrot, qui est complètement au nord de l'île. ouais, c'est la partie où il y a moins de visiteurs et c'est toujours plein à cette heure. Il y a toujours. Oui, Ben, les gens viennent au bistrot beaucoup. Premièrement, c'est très bon. La nourriture est très bonne. On a un chef extraordinaire. Ça, c'est peut-être une de mes forces de bien m'entourer aussi. Là. Je suis chanceux ce côté-là parce que toute l'équipe, c'est vraiment une équipe qui est très dynamique et oui, qui fait beau ils sont projet. très accueillants. C'est comme si ça serait à eux aussi. Là, fait que ça, c'est une chance. Et ce qui a fait vraiment un des succès en plus de la nourriture qui est bonne, c'est que les soupers-conférences, mais c'est vraiment, vraiment, les gens se déplacent du Havre-Vert pour venir. On est toujours plein. On manque de place tout le temps. Et les gens, je dirais, en tout cas, ce qu'on me dit, ils adorent la formule parce que c'est très sympathique, mais c'est très naturel aussi. C'est-à-dire que moi, je raconte aux gens ce qui m'est arrivé de la façon dont ça m'est arrivé, avec pas trop de statistiques, mais plus des Mhm. anecdotes, plus des histoires, puis mes peurs, puis comment j'ai passé à travers, puis ça n'a pas marché. J'ai essayé pendant tant de temps, puis c'est impossible, ça ne marchait pas. Donc, tout ça fait que
les gens sortent de là en disant qu'ils ont appris plein de choses. Ça fait que ça, c'est sûr que pour moi, c'est intéressant. Puis ça crée des discussions aussi. On va avoir des discussions par après au niveau des implications versus les changements climatiques, tout ça. Puis tout ça, là, depuis 5 ans, il y a une évolution dans ça qui est phénoménale. C'est Il y a une... chaleureux en plus. On a le goût de discuter avec les gens qu'on ne connaît pas aussi. Ben oui, tout le monde se parle à la fin, là, tout le monde. Oui, oui. Ça c'est correct aussi parce que ça fait cette intimité-là qui n'est pas comme une grande salle où tout le monde, il n'y a personne qui se connaît. Parce que quand tu rentres au bistrot, même si tu ne connais pas ton voisin ou ta voisine, il y a bien des chances qu'à la fin, que tu saches d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Exactement. Ouais. Hey, merci beaucoup, Mario, de ta générosité, de tous tes conseils, de ton partage de chemin. Je suis certaine que ça va influencer des gens à peut-être faire le petit pas de plus pour aller chercher leurs rêves. Puis aussi à peut-être dire, hey, peut-être que je doute, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu en moi. Je Ouais. suis capable de le faire, dans le fond. Ça, Ouais. c'est certain.